Donc, la première des choses qu'il faut se dire, c'est que c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que c'est une réponse naturelle, en fait. Cette anxiété de présenter devant tout le monde, c'est une réponse à une menace. Non pas que les gens vont nous agresser, mais c'est dans notre ADN. Il y a très très longtemps, en fait, le sentiment de peur était nécessaire à notre survie. Donc là, ce n'est pas une vraie sensation, c'est pas une vraie situation de danger en tant que telle. Vous m'entendez toutes? Oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Donc j'avais un doute, comme j'entendais plus rien, mais comme vous avez vos micros coupés, ça fait grand silence en fait, donc c'est pour ça. Donc c'est quelque chose de naturel. C'est pas, il n'y a pas que à vous que ça arrive. Et déjà de le savoir que ça arrive aussi aux autres, on a trop souvent tendance à l'oublier. On a toujours l'impression qu'il n'y a que à nous que ça arrive et que les autres le font super bien. C'est pas vrai. On est toutes dans la même situation, sauf qu'on le gère de manière différente. Et ça peut se gérer. Et ça doit se gérer surtout pour ne pas arriver, parce qu'en fait, si la peur, on la prend en pleine figure, ensuite, on arrive dans une situation de panique et surtout ensuite de blocage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'en tenir compte et d'arriver à enlever tous ces freins, tous ces blocages pour arriver à une situation beaucoup plus détendue et pas se bloquer et que ça devienne une angoisse, en fait. Vous angoissez avant, pendant et après, en fait. Dans certains cas de figure, il y a des gens, c'est comme ça. Donc, je voudrais faire d'abord une distinction entre deux choses. La première des choses, c'est parler en public. Donc, parler en public, il y a des techniques, il y a des façons de faire, c'est tout un registre, en fait. Parler en public, c'est l'oration, c'est l'éloquence, c'est une vraie science, c'est un vrai métier, et ça s'apprend. Ou en tout cas, ça se travaille, sans pour autant en faire son métier. Mais c'est un métier dont on a besoin pour exercer notre propre métier. Donc, on est un peu obligé de dominer tous ces points qui concernent l'oration, en fait. Il y a une deuxième partie qui consiste à expliquer son projet. Et très souvent, on mélange les deux. Pour moi, parler en public, c'est quelque chose, expliquer son projet, c'est autre chose. Et quand les deux se télescopent, c'est là où ça commence un peu à partir un peu dans tous les sens. Donc, je vous propose d'abord de voir les 3 points qui concernent parler en public. Et après, on verra 3 points qui concernent expliquer son projet. Donc, quand on parle en public, déjà, il y a des freins qui sont d'origine, il y a des peurs qui sont d'origine culturelle, et culturelle en plus propre à la France. En France, le poids de l'erreur, il est énorme. On va très peu rencontrer des speeches où on va mettre en avant vos erreurs. Aux États-Unis, oui, vous avez des failure speech. En France, on va plutôt parler de ses succès. Le poids de l'erreur, le zéro pointé, on ne valorise pas. Vous voyez, dans l'éducation nationale, en fait, l'erreur, c'est pas bien, c'est mal. Alors que l'erreur, c'est la seule façon que l'on a de s'améliorer. Si on ne fait pas de faute, on ne peut pas améliorer. C'est à tel point que beaucoup de nos compatriotes, quand ils commencent une présentation, ils vont s'excuser parce qu'ils ne parlent pas bien la langue, parce que X raisons, en fait. Donc, il y aura toujours un petit peu essayer de trouver une indulgence compatissante dans le public parce qu'on va se tromper éventuellement. Mais en soi, ce n'est pas grave de se tromper. Enfin, l'erreur, se tromper, c'est à un moment donné T, c'est une photographie de vous, mais comme l'échec aussi, c'est une photographie. Enfin, comme le succès. Donc, ce n'est pas parce qu'on se trompe une fois qu'on va se tromper tout le temps. Donc, à partir du moment où on arrive à désacraliser le poids de l'erreur, si on se dit, bon, bah, je me trompe et ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, déjà, c'est moins grave, on a moins peur d'y aller. Il y a un deuxième point aussi qui est assez propre à la France, c'est la victoire modeste. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ceux qui réussissent, on ne va pas le dire si fort, on ne va pas, par rapport aussi à d'autres cultures, on ne va pas trop le dire, on va rester assez discret, on ne va pas être trop fier de soi, parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Donc, ça veut dire aussi que ça va jouer dans la force de l'intention que l'on va mettre quand on va faire notre présentation. Puisqu'il ne faut pas trop se mettre en avant, on ne va pas trop y aller. On va y aller, mais de façon standard. On ne va pas trop se faire noter. Donc ça, c'est un frein aussi. Enfin, si on est bon dans ce qu'on fait, on y va, on le fait. Il n'y a pas de raison de ne pas être bon dans ce qu'on fait. On a le droit de briller puisqu'on est bon là-dedans.
Donc ça aussi, ça peut être un frein à se sentir à l'aise dans la façon de présenter, c'est de se dire je n'ai pas le droit. Et voilà, le troisième point, c'est s'autoriser à être bon. Nombre de fois, on a entendu quand quelqu'un fait une présentation avec trop de confiance en lui, on dit « Ah, ça, c'est une présentation à l'américaine ». Ou alors, limite, on peut être taxé de se vendre. Enfin, j'exagère, mais ça pourrait être limite se prostituer. Enfin, c'est too much. Et je pense que c'est super important de s'autoriser autant à être bon que de s'autoriser à se tromper, dans les deux cas. Les deux extrêmes sont nécessaires. Et notre pire ennemi, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que je pourrais avoir mon téléphone aussi pour écouter? Donc, c'est hyper important d'être aussi indulgent avec nous-mêmes dans l'erreur et gratifiant avec nous-mêmes dans « ici, je suis bonne, là, je ne suis pas bien, là, oui ». Ce qui va nous donner aussi plus de légitimité, de confiance au moment de parler, de présenter son activité. Ensuite, il y a d'autres types de freins qui seraient plutôt des freins psychologiques. Il y en a trois. Il y a trois types de peurs que j'ai pu voir. La première, c'est la comparaison. « Oh là là, mais si je commence à présenter, les autres, ils l'ont fait bien mieux que moi. Moi, je ne peux pas être là. » C'est toujours la comparaison par rapport aux autres. Et ça aussi, si à partir du moment où vous vous dites que les autres aussi se comparent avec vous et avec les autres, résultat, tout le monde est sur au même niveau. Donc, c'est une fausse peur, entre guillemets. C'est nous-mêmes qui nous nourrissons la peur en se disant « les autres vont faire mieux, les autres vont faire mieux ». Il y a une deuxième peur qui est le jugement. Ce n'est pas que les autres vont faire mieux que vous, c'est qu'ils vont vous juger sur comment vous faites. Ils ressentent la même chose aussi. Et surtout, c'est pas contrôlable. Je vais vous expliquer après le principe de Tiger Woods. Et la troisième peur, c'est de s'exposer, de se retrouver en petite culotte devant tout le monde. Il y a toujours la phrase qui dit « si vous voulez présenter à l'aise, imaginez que tout votre public est tout nu et que vous êtes la seule habillée ». Malgré ça, il y a quand même cette exposition qui n'est pas évidente, mais c'est naturel. Et c'est surtout la comparaison, le jugement et s'exposer, c'est des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir jouer. Et je parle de Tiger Woods parce que lui, il avait fait une analogie. Un jour, il était dans un entretien et un journaliste lui avait dit vous n'êtes pas inquiet pour votre prochain tournoi parce qu'il risque de pleuvoir, ça ne vous inquiète pas. Et ce à quoi lui avait répondu, je n'ai pas l'habitude de m'inquiéter sur des choses pour lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Donc, vous pouvez toujours vous inquiéter que les autres vous comparent, vous jugent ou d'être exposé. Vous n'allez rien pouvoir changer puisqu'il faut que vous fassiez votre présentation. Vous n'allez rien pouvoir modifier. Vous n'allez pas. Les gens vont opiner, bien, pas bien, mais vous n'avez pas de pouvoir d'action. Donc, il faut que vous décidiez aussi sur quoi vous vous inquiétez, où vous mettez vos peurs. Si vous décidez de mettre vos peurs sur des choses que vous ne pouvez pas actionner, enfin faire changer, ben, c'est un peu mettre des peurs à un endroit inutile. Donc, ça ne va pas faire avancer la chose. Je suis claire dans ce que je vous dis? Oui, oui. Oui? OK. Oui, oui. Oui, oui, c'est parfait alors. Tout à fait. Vous me dites si je vais trop vite, pas assez vite, parce que comme je ne vous vois pas et je n'ai pas cette distance, ce n'est pas évident de savoir si je vais trop vite. Ça va? Ouais? Parfait. Parfait, alors. Ouais? J'ai mes enfants. Ah, vous voyez qu'il y a Tiger Woods qui veut nous redire des choses. Là, il s'est dupliqué, mais ce n'est pas grave. Il y a une autre chose aussi au niveau psychologique, quand vous parlez en public, qu'on n'anticipe pas du tout et on se le prend dans la figure de plein fouet, c'est qu'il y a une implication émotionnelle bien plus grande que prévu. Et ça, c'est vraiment un piège, parce que moi, ça m'est même retrouvé de temps en temps, ou même quand d'autres personnes parlaient, de me retrouver au bord des larmes, ou moi-même d'être hyper émue quand je devais dire quelque chose. Et c'est casse-pied parce qu'on ne s'y attend pas. Et on se dit, bon, bah, c'est très mécanique que je présente, hop, hop, hop. Et non, l'émotion, parce que c'est votre projet que vous présentez. L'implication émotionnelle, elle n'est pas du tout de la même façon quand vous présentez, quand vous êtes dans une entreprise, quand ce n'est pas votre entreprise, ou quand vous présentez quelque chose qui ne vous touche pas. À partir du moment où vous présentez votre activité, il y a une dimension émotionnelle qui n'est pas prévue. Et ça, il faut vraiment en tenir compte parce que
une montée d'émotions aussi, ça peut un peu faire perdre pied, se mélanger les pinceaux et perdre un peu le fil de ce qu'on veut dire. Non? Ensuite, ça c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur. Les personnes qui travaillent avec moi m'auront déjà très souvent entendu parler de ça. Bon, je ne vais pas les nommer. Il y a un sujet qui est là, donc se sentir crédible. Ça se passe surtout dans le cas des reconversions ou des lancements de nouveaux projets après à pas avoir travaillé pendant X années sur ne pas avoir travaillé du tout et tout d'un coup on décide de faire ça ou on décide de changer d'activité professionnelle. La crédibilité, c'est qui je suis moi pour comment vais-je être crédible moi pour faire cette activité. Moi qui ai très peu d'années d'expérience, moi qui viens de me lancer, moi qui ne domine pas tous les fils du métier, moi qui... Mais ça, on peut en faire des listes interminables. Si vous avez décidé de vous lancer dans cette activité, c'est parce que vous avez quelque chose qui vous motive pour vous lancer et qui vous rend crédible. Sauf que cette chose, souvent, elle est cachée au fond de vous et vous ne la sortez pas. Donc, c'est pour ça que vous avez ce sentiment de manque de crédibilité. Mais on verra après dans d'autres points comment est-ce qu'on peut pallier à ce manque de crédibilité et pourquoi est-ce que ça arrive. Non? Parce que c'est un gros sujet, ne pas se sentir crédible. Et le deuxième gros sujet, c'est ne pas se sentir légitime. Avoir l'impression d'être un imposteur, en fait. Il y a même un syndrome, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, où vous avez l'impression de tromper votre monde. Après, ça engendre tout un tas de choses, notamment au niveau de la facturation. Si vous êtes un imposteur, vous avez encore plus de mal à mettre un prix sur ce que vous faites. Et en plus, si vous n'êtes pas crédible, alors là, n'en parlons pas, quoi. Ça veut dire que vous allez travailler gratuit sans être du tout convaincu de ce que vous faites. Et ces deux sentiments-là, qui sont pourtant des émotions, peuvent être des gros freins au moment de présenter son activité. Ils ne sont pas tangibles, ce n'est pas des vraies choses, mais c'est des sujets, s'ils ne sont pas suffisamment, si on n'a pas mis le doigt dessus et qu'on traîne constamment ce sentiment de ne pas être crédible ou pas être légitime, et parfois on n'en a même pas conscience. Parfois on va déguiser ça sous d'autres excuses, d'autres prétextes ou d'autres raisons. Mais en fait, si on commence à décortiquer, on se rend compte que c'est ça, c'est la crédibilité, la légitimité. La troisième partie concernant parler en public va concerner une partie pratique. Donc pratique à la fois pratique au sens pratique, mais pratique de pratiquer. C'est beaucoup plus facile de parler en public si vous vous entraînez. Qui de mieux que les acteurs de théâtre vont pouvoir vous le confirmer. Si vous présentez une fois tous les 36 du mois, c'est évident qu'à chaque fois, le niveau de stress, d'inquiétude, vous allez recommencer à zéro et ça va être un éternel recommencement. Et cet éternel recommencement, c'est épuisant émotionnellement, physiquement, d'angoisse. Donc, vous allez réussir à réduire ce taux de stress en pratiquant régulièrement et en profitant de vos erreurs. Parce que vous allez pouvoir aussi, si vous présentez une fois, vous dites « Ah, mais ça, j'ai oublié de le dire, ça, je ne l'ai pas fait, ça, je n'avais pas pensé, ça, ce n'était pas dans le bon ordre et tout », vous notez vos erreurs, vous les notez vraiment physiquement, et vous essayez de remanier votre discours pour éviter de retomber dans le panneau, et très rapidement, vous essayez de vous rejeter à l'eau pour repratiquer rapidement, pour ne pas laisser un trop grand laps de temps, parce que vous avez dû oublier vos erreurs et sûrement les répéter. Il faut varier les contextes. Donc, si vous pratiquez, il faut pratiquer, mais pas toujours dans un contexte fiable. Par contre, vous pouvez aller d'un contexte sécurisant à un contexte moins sécurisant. C'est plus facile de commencer à présenter dans le cadre d'une réunion du Club des entrepreneuses en petit comité, lorsque Cathy fait des photos, par exemple, où on est dans un petit comité en cercle. Ça, c'est un très bon apprentissage. Je l'ai vu, ça c'est déjà fait. Et j'ai entendu des membres qui disaient « Ah là là, même si on n'était pas beaucoup, je suis encore passé à côté de la plaque. » Mais choisissez vos pratiques régulières et où vous commencez. Ça ne sert à rien d'aller vous jeter dans la gueule du loup et de ressortir rincé et terrorisé. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il ne faut pas se mettre des challenges qui ne sont pas utiles, en fait. Donc, varier les contextes. Donc, commencer par un contexte amical, de protection, où vous vous sentez protégé. Et ensuite, vous pouvez augmenter la complexité du contexte. Et ensuite, ce qui est super important au niveau de la pratique, c'est
ne restez pas toute seule. Ayez un feedback. Mais un feedback, pas « Ah ouais, c'était super » ou « Ah oui, c'était nul », parce que ça, ce n'est pas un feedback. Ayez un feedback, trouvez quelqu'un qui puisse vous faire des feedbacks à la fois bienveillants et constructifs. Et ça, c'est super important, de pouvoir faire du ping-pong, parce que c'est très compliqué, quand vous êtes entrepreneur, il y a le principe d'un entrepreneur, c'est d'être multicasquette. Sinon, on n'est pas entrepreneur si on n'a pas plein de casquettes. Par contre, il y a une casquette qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas porter, c'est s'auto-challenger. C'est pas possible, en fait. Techniquement, ça ne marche pas. Donc, s'auto-challenger, ça veut dire se remettre en question, arriver à « Ok, ça c'est bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je rajoute ?» et ainsi de suite. Donc, ce feedback bienveillant constructif, vous pouvez, si vous savez qu'à l'avance, une autre membre du club sera là, vous lui demandez, vous dites voilà, essaye de me faire un feedback, mais de manière constructive. Posez, est-ce que mon activité a été comprise? Est-ce que mon message a été compris? Est-ce que ma valeur ajoutée a été comprise? Est-ce que ma façon de présenter, ça a été un MeToo de toutes les autres? Ou tout d'un coup, moi, j'ai sorti mon épingle du jeu, même si mon activité est similaire à d'autres, j'ai réussi à mettre en avant mes singularités, ou au contraire, je me suis complètement noyée dans ce que pourraient faire toutes les autres qui ont le même type d'activité. C'est clair? Oui, oui. Oui, C'est bon? c'est clair. Bonjour la gagnante. Tu peux nous voir, Laure, hein? Tu peux nous voir si tu vas sur le petit en haut, il y a une petite fonction pour nous voir toutes. Alors, je vous vois, mais je vois en tout petit, en fait. Et en fait, ça cache mon écran si je vous vois. Ah, d'accord. Alors, attends, je vais essayer de T'inquiète vous pas, remettre. après on parlera alors. Te sens pas seule. On est là, on t'écoute. Attends, si, c'est bon. Ouais, mais ça va cacher une partie. C'est pas grave, je vais vous mettre comme ça. Donc, je vois Anne, je vois Michel, je vois Cécile, Pauline, Valérie, Julie et Caro. Voilà. Alors, ensuite, donc je continue. Alors, maintenant, on va passer à expliquer son activité. Donc, vous avez vu que dans la partie parler en public, il y a quand même pas mal de points qui n'ont rien à voir avec votre activité, mais qui peuvent être des bons choix, des bons points à réfléchir pour arriver à avoir beaucoup plus d'agilité au moment où vous parlez. Non, expliquer son activité, donc c'est pareil, on va voir 3 points. Alors, je les ai pas, les points en général, je ne les ai pas présentés par ordre d'importance, ni par priorité. C'est que simplement, c'est ceux qui me sont venus, en fait, c'est ceux qui sont les plus récurrents quand je travaille. Après, vous allez voir qu'ils sont ils sont interconnectés tous. Vous allez voir après. Donc, présenter son projet. Ça, c'est une partie qui est… ça peut durer 3 mois, en fait, de travailler ça. C'est pas une partie c'est une partie qui va durer très peu de temps dans ce que je vais vous présenter, mais c'est un vrai chantier qui est énorme dans la préparation de son projet et qui va beaucoup influencer sur la façon dont vous présentez votre projet. Attendez. Bon, ben, passe derrière. Voilà, donc vous allez voir ma fille qui a besoin de prendre son pot de Nutella. Voilà. Donc, quand on a un projet, étudier son marché. Pourquoi est-ce que ça peut être un frein quand on présente si on n'a pas suffisamment étudié son marché? Ça va être connecté avec le syndrome le sentiment de ne pas être crédible. Si vous n'avez pas étudié suffisamment votre marché, bien évidemment, quand vous allez présenter en public, vous n'allez pas vous sentir crédible parce que vous ne connaissez pas suffisamment les gens à qui vous vous adressez. D'accord? Donc, on ne va pas résoudre ce sujet-là en 5 minutes. C'est un gros projet à travailler. Et ça peut être une des raisons. Donc, étudier son marché, ça peut être de manière générale, pour son projet en général, mais c'est aussi étudier son marché, étudier son public. À qui vous adressez-vous? D'accord? Et il est là. Identifier son public. Donc, une fois que vous avez étudié votre marché, ici, concrètement, quand vous présentez, à qui parlez-vous? Certaines de mes clientes vont s'y retrouver en fonction de à qui vous vous adressez. Vous allez sortir telle ou telle singularité. Moi, j'appelle ça des cartes, en fait. C'est comme si vous avez des cartes à jouer. Et quand vous avez un jeu de cartes, quand vous jouez au poker, en fonction de ce qu'il y a sur la table, vous ne sortez pas telle ou telle carte. C'est exactement la même chose quand vous présentez votre projet. En fonction de qui est là, qui vous écoute, et en fonction de votre marché, vous n'allez pas dire, vous allez dire ça en premier, ou ça en premier, ou ça en deuxième, et ainsi de suite.
Une des raisons pour lesquelles vous ne vous sentez pas aligné, non, vous ne vous sentez pas sereine au moment de présenter votre projet, c'est peut-être parce que tout d'un coup, votre projet se retrouve décalé par rapport à qui vous êtes. Comment est-ce que c'est possible? Tout d'un coup, décalé par rapport à qui vous êtes, vous avez vos croyances, vous avez vos convictions par rapport à qui vous êtes, mais le marché fait que vous vous pliez aux contraintes du marché et ça dénature votre singularité, ça dénature qui vous êtes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus aligné avec qui vous êtes? Parce que tout d'un coup, vous avez une contrainte de « il faut faire ». On va faire de l'urgence, on va réaliser des choses et vous faire. Et donc, au lieu de continuer à réfléchir à un projet qui est en ligne avec qui vous êtes à fond dans la réalisation de choses et vous vous perdez en cours de route. Après, je vais en parler un petit peu plus, ce juste équilibre entre l'action et la réflexion. Pas aligné avec qui on est, c'est que tout d'un coup, vous vous retrouvez, je ne sais pas, moi si je prends l'exemple de, j'avais récemment, vous en avez parlé je crois, d'un exemple d'une nutritionniste, vous prenez les blogs qui concernent la nutrition, vous en prenez 10 au hasard, il n'y en a aucun qui remplit ce que devrait donner en premier un nutritionniste, c'est vous donner envie de manger tout en prenant soin de vous. Et donc, ils se sont tous pliés à des codes établis, mais faux, dans le marché. Donc, parfois, vous pouvez vous retrouver à suivre des choses par inertie, et donc vous oubliez en cours de route. Et quand on s'oublie en cours de route, on ne s'en rend pas compte, mais au moment où tout d'un coup on doit présenter son projet, ça ne sort pas, et on ne comprend pas pourquoi. À l'inverse, quand tout d'un coup, vous êtes complètement aligné avec votre projet, vous êtes surprise avec la même puissance, mais pour d'autres raisons, c'est que vous êtes surpris avec la capacité avec laquelle vous arrivez à parler, vous vous étonnez vous-même, et c'est que tout simplement, vous avez réussi à faire cet alignement. Ça, Anne pourrait vraiment bien vous en parler aussi, de tout d'un coup se ressentir, c'est comme si on se retrouve sur une voie royale en fait. Donc c'est des sujets, c'est des thématiques, voilà, qui sont, ça se trouve pas, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Faut y passer un petit peu du temps pour ces 3 premières. Qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on peut se retrouver gêné au moment où on présente son activité en public? C'est parce que son projet manque une patte. Qu'est-ce que je veux dire par que ça manque une patte? Bon là, mon petit mouton, il a ses 4 pattes, donc j'aurais dû en effacer une. Quand votre projet il manque une patte à votre projet, c'est que vous savez que vous avez quelque chose en main qui fonctionne, vous savez que c'est bon, mais il manque un truc. Pauline, on en a discuté il n'y a pas longtemps, vous savez que vous tenez un début, mais si vous vous lancez trop vite, vous allez vous sentir comme bancal en fait. C'est-à-dire qu'il y a le début, mais il manque la 5e patte pour vraiment être super stable. Et ça, c'est aussi, ça se travaille. Il faut vraiment réfléchir à non pas mettre 4 pattes au projet, mais 5 pour, au cas où s'il y a une bonne patte qui tombe, on tiendra toujours debout. Et le dernier point qui, pour moi, est le point le plus important, pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien quand on présente son activité? Très souvent, les 3/4 du temps, c'est parce qu'on n'a pas trouvé sa singularité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est aussi un sujet dont on peut parler très longtemps. Qu'est-ce qui vous différencie dans votre activité? Quand vous montez une activité, vous allez toujours être à court d'argent, à court de temps, à court de bras. Vous n'allez jamais être à court de concurrents. Les concurrents, ils ne vont jamais manquer. Ils sont toujours là. Ça va déborder de concurrents. Donc, vous devez réfléchir à un projet qui vous ressemble, mais qui soit en lien avec un marché et un public, mais qui soit singulier. Donc, il faut arriver à mélanger tous ces axes, c'est-à-dire satisfaire un marché, un public, et surtout vous-même, mais avec une singularité. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous rend unique? Et à partir du moment où vous travaillez sur cette singularité, si vous êtes unique, vous êtes crédible parce qu'il n'y a que vous qui faites ça. Donc, on n'a plus ce sentiment de ne pas être crédible. Vous n'êtes pas crédible quand vous faites la même chose que les autres, mais à partir du moment où il n'y a que vous qui faites ça. Parce que cette activité, vous avez réussi à la développer à votre façon.
Donc, on ne peut plus vous comparer avec d'autres parce que c'est que vous, c'est votre bébé, c'est votre entité. Donc, la comparaison est beaucoup moins possible. La même chose, le syndrome de l'imposteur va beaucoup moins naître parce que si vous créez votre propre activité et vous générez vous-même cette spécificité, ben, vous n'êtes pas imposteur, vous trompez personne parce que c'est vous qui l'avez créé de toute pièce, ce projet. Donc, travailler sa singularité, qu'est-ce qui vous rend unique? Ça ne sort pas tout de suite, cette singularité, ça met du temps, mais c'est ce qui va vous donner des ailes et c'est ce qui va vous donner une énergie et une pertinence quand vous allez générer des contenus, par exemple, avec une force énorme. Ensuite, alors, parfois, les blocages peuvent être dus pour des raisons en fait stratégiques. L'urgence du concret. Qu'est-ce que c'est l'urgence du concret? Ben vous vous dites, bon, là c'est bon, là il faut que je présente mon activité, il faut que j'y aille, j'y vais, je présente. L'urgence du concret, c'est très difficile parce qu'il faut faire, mais si on fait trop vite, ça devient du faire, non-faire en fait. Vous faites, mais vous ne faites pas, parce que c'est du faire sans sens. Par contre, la pression du concret est telle que vous y allez quand même. Et de temps en temps, c'est trop tôt. Et donc, de se présenter ou de présenter son activité ou de sortir trop tôt, ben, ça peut générer justement un blocage ou un stress énorme. Mais par contre, vous n'avez pas conscience de ça, que cette urgence du concret vous a fait sortir trop tôt. Ensuite, pour arriver à équilibrer, donc à l'inverse de l'urgence du concret, parfois, il y en a qui vont vouloir faire tout de suite, et puis il y en a d'autres qui vont se réfugier dans la réflexion. Ils ne vont jamais sortir. Donc, ils ne vont pas réussir non plus à présenter leur projet en public parce qu'ils sont constamment en train de réfléchir, tout le temps. Et en fait, si ça, ce serait mieux, et puis ça serait peut-être mieux, mais en fait, on pourrait faire ça, puis on va retourner voir les concurrents, puis en fait, on va refaire mieux, puis les résultats, rien n'est fait. Donc, dans un premier cas, tout est fait, mais trop vite, on n'a pas assez réfléchi. Et dans un deuxième cas, rien n'est fait de concret, donc on va présenter alors qu'on est encore au stade de réflexion. Et trouver ce juste équilibre entre la pelle et le cerveau, ben c'est pareil, il faut en avoir conscience, il faut se dire, il faut avoir conscience que là, on a sorti une pelle, là, on a sorti notre cerveau. C'est hyper important d'alterner les deux parce que trop réfléchir à la fin, moi j'appelle ça le mode essorage, vous tournez dans un principe de machine à laver, et donc présenter quand vous êtes en mode essorage, ça donne n'importe quoi. Et faire sans avoir suffisamment réfléchi, c'est pas bon non plus, parce que vous allez vous retrouver avec des trucs faits, mais qui vont pas vous ressembler, qui vont donner de piètres résultats, et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez ce retour de résultats. Donc, l'équilibre entre la réflexion et l'action, c'est super important, et en plus, c'est comme les pédales d'un vélo. Ça s'auto-nourrit, c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous faites, vous mesurez ce que vous avez fait, vous corrigez, donc vous réfléchissez de nouveau, vous faites, et ainsi de suite. Pensez que vous allez arriver directement de la réflexion à une action optimum et parfaite, c'est pas si évident que ça, en fait. D'ailleurs, c'est même pas dans notre façon cognitive de penser. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. C'est impossible d'aller... c'est comme si je vous dis, vous faites 2000 km d'une traite, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que c'est dégrossir un gros projet en petites étapes et puis alterner réflexion, action, réflexion, action. Et j'ai vraiment, moi, deux types de clients. J'ai vraiment des clients qui sont que dans la réflexion et l'action leur fait tellement peur qu'ils repartent en courant chez eux et continuent à remplir leur carnet, à réfléchir et à regarder ce que fait la concurrence. Et j'en ai d'autres qui ont tellement peur de la réflexion, ils ont peur de perdre du temps, qui sont dans l'action constante et ils sont tout le temps dans le faire, mais ils sont toujours en train de répondre à des urgences. Il n'y a aucune fluidité dans leurs actions parce qu'ils n'ont pas mécanisé les actions, parce qu'ils sont toujours en train de… Parce qu'en plus, les actions, quand elles ne sont pas préparées, c'est un éternel recommencement. C'est comme votre speech, en fait, quand vous préparez votre présentation. Si vous n'êtes pas entraîné, c'est un éternel recommencement de « Oh là là, il faut que je recommence ». C'est lourd, c'est laborieux, puis c'est surtout lourd émotionnellement en plus. Donc, c'est vraiment important d'arriver à alterner ces
ces deux parties, ces deux axes. Ensuite, donc, il y a des techniques aussi pour arriver à présenter plus sereinement. La première, ce serait déjà de traduire son dialecte. Quand tout d'un coup, vous commencez à présenter votre activité et vous vous rendez compte que ça s'en mêle et vous vous en mêlez tous les pinceaux, c'est parce que en interne, quand on a sa propre entreprise, on a l'habitude d'utiliser un espèce de jargon interne, moi ce que j'appelle un jargon interne, où on se comprend nous-mêmes. Mais une chose, c'est se comprendre nous-mêmes, autre chose, c'est que les autres le comprennent. Donc, c'est une des présentations que j'avais faites sur le principe de émetteur-récepteur. Donc, vous envoyez une information et en face, ils doivent la recevoir. Vous devez vous assurer de comment en face, quel type de langue parle-t-il pour que vous adaptiez votre langage, mais vous aussi, vous avez un travail à faire, c'est de nettoyer votre langage de toutes les impuretés qui sont propres à vous, de toutes les petits détails, les petits trucs qui sont propres à vous, qui vont polluer le langage et surtout qui vont le faire pas universel. D'accord? Donc, le deuxième, c'est simplifier donc, son discours. Arriver à ce que vous arriviez à un discours pas minimaliste, mais qui soit simple, en fait, parce que personne n'a envie d'écouter un truc complexe et compliqué. J'en reviens encore aux sciences cognitives. L'attention cérébrale, ça ne dure pas plus de 20 minutes. Donc, c'est pour ça que je vais aussi vite. Et vous, quand vous avez 5 minutes pour présenter votre activité, vous devez déjà d'une sortir du lot, enfin, vous faire comprendre, et puis surtout sortir du lot. Mais le point le plus important, c'est qu'on se souvienne de vous. Et ça, le but, c'est pas je présente mon activité. Le but, c'est on doit se souvenir de moi. Et pour qu'on se souvienne de vous, il faut trouver dans votre discours des éléments clés, déclencheurs, qui vont faire qu'on va se souvenir de vous. Alors, où vous avez de la chance et vous avez une activité qui sort complètement de l'ordinaire et, je sais pas, vous êtes vulcanologue, comme une fille qui est à Barcelone, alors là, c'est sûr qu'on va toujours se souvenir d'elle. Hein. Mais quand vous êtes dans une activité où il y a beaucoup de concurrence, simplifiez votre discours, donc identifiez vos singularités, quelles cartes souhaitez-vous mettre en avant pour qu'on se souvienne de vous. Et le troisième point, c'est structurer son discours. Pour éviter de partir dans tous les sens, réfléchissez à comment vous voulez organiser votre discours. Qu'est-ce que vous voulez dire en premier? Qu'est-ce que vous voulez dire en deuxième, en troisième, et ainsi de suite. Ne partez pas comme ça en disant « Ah, advienne que pourra ». Et vous allez voir que organiser, structurer son discours et le simplifier, ça va vous donner aussi une confiance. Non pas qu'il faut que vous soyez avec votre petit papier en train de lire un texte, mais si à l'avance, vous avez déjà préparé votre discours, et là c'est pareil, il y a des techniques pour faire ça, de préparation de discours, avec plein de façons de faire. Moi, je travaille beaucoup avec des post-it, mais on peut travailler avec plein de façons pour structurer ses idées. Et en plus, la structure des idées et le discours va dépendre de, bien évidemment, à qui vous parlez, dans quel contexte et combien de temps vous avez. Si vous avez 2 minutes, vous n'allez pas avoir le même discours que si vous avez 10 minutes. Si vous parlez, je ne sais pas, si vous êtes de nouveau nutritionniste et que vous parlez devant un groupe de femmes en surpoids, vous n'allez pas avoir le même discours que si vous parlez devant un club de networking mixte où il n'y a pas du tout on ne parle pas de nutrition. Donc, vous allez adapter. Si vous avez le même discours pour tout le monde, ça risque d'être un peu compliqué. Et voilà, donc ça, c'est la carte mentale de ce que je viens de vous présenter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, tout d'un coup, vous voyez ma souris ou pas, oui? Ouais. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Tout s'auto-nourrit, c'est-à-dire que vous n'allez pas être forcément concerné par tout. Parfois, vous allez avoir aucun problème avec la fait de vous tromper, aucun problème avec le fait de faire les choses bien. Par contre, vous exposer, ça va être difficile. Ou faire une pratique régulière, ça va être difficile. Donc, ça ne concerne pas, il n'y a personne qui est concerné par tous ces sujets. Chacun va prendre les sujets là où il se voit. Et ensuite, les thématiques vont se nourrir. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous arrivez à être singulier, ça y est, vous êtes crédible. Si vous structurez votre discours, vous devenez aussi légitime, parce que là, vous avez la légitimité. Il y a un film que je vous invite à voir, il est sur Filmin, c'est un documentaire en fait,
parce que pour un peu comme conclusion, au-delà de… c'est 2 fois écrit parler en public. Non, alors c'était présenter son projet et parler en public. Présenter son projet et parler en public, ça relève quand même énormément de l'éloquence et de l'oration. Le poids des mots, la capacité que vous avez à vous exprimer pour présenter votre projet, c'est ce qui va convaincre à 60-70%. Au-delà de la nature même de votre projet. D'accord? Donc, c'est un réel atout que l'on a, la parole, au-delà de bien plus grande que du texte écrit. Et ça a un pouvoir de conviction bien plus grand que ce qu'on peut le croire. Et aussi de mémorable, en fait de mémoire. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus vous souvenir de la présentation de quelqu'un, d'une présentation physique de quelqu'un, que d'un article que vous avez lu. Parce qu'il y aura les gestes, il va y avoir le ton de la voix, il va y avoir l'émotion qu'elle dégage, il va y avoir un ensemble de choses. Donc, le film dont je vous parle, le documentaire, ça s'appelle « À voix haute ». C'est un concours d'éloquence d'un avocat qui enseigne, qui a décidé d'entraîner des élèves en Seine-Saint-Denis qui étaient soi-disant perdus d'avance, et il les forme à participer à ce concours. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais c'est super intéressant parce que déjà, vous voyez ce documentaire qui est sympa, mais vous apprenez aussi sur justement le poids des mots et qu'est-ce que c'est parler en public et comment ces gens-là sont formés. Et donc, il y a le don d'oration, c'est une vraie science, en fait, les sciences être orateur. Et c'est comme ça qu'on arrive à… Enfin, il y en a qui arrivent à devenir dictateurs avec ça. Hein. Donc, c'est une vraie puissance, quoi. Donc, au-delà de… À voix haute. Ça s'appelle À voix haute. Ouais. À voix haute. À voix haute. D'accord. D'accord. Je vais mettre la bande-annonce dans le chat aussi. Ouais, Ouais. vas-y. Et voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être rapide. Bon, ça fait 1 heure que je parle, zut, hein, ça a été long, hein, pardon. 1 heure, moi, je ne sais pas, en fait, c'était… Non, moins d'1 heure. Bon, ça va. Non, moins d'1 heure, on a à écart. Ah, bah, ça va. Non, alors. non, t'inquiète pas. C'est toujours comme ça. Oui, c'est difficile de respecter 30 minutes, c'est super court. Voilà. Alors, Ok, super. vas-y, allez-y, vous pouvez allumer vos micros, les filles. Hein. Ou les garçons, puisqu'il y a un garçon aussi. Ah bah, c'est bien. Il est gentil. Hein. Voilà, non, on va dire. Pas comme votre monsieur. Mais il ne s'est pas présenté. Bah non, il est arrivé après. Ouais, je suis en train de regarder ton schéma là. Alors, attends. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Laure? Allez-y, c'est le moment. Allez-y. Moi, c'est sur la forme, mais je voulais savoir quel support tu avais utilisé parce que j'aime beaucoup ton style de présentation. Je l'ai fait sur Illustrator, moi. Moi, je suis designer, donc je le fais moi-même, en fait. Je n'utilise pas d'outils. Ah ouais, c'est Mais super. après, tu as des outils de mind map qui ne vont pas forcément te rendre… tu ne vas pas avoir quelque chose d'aussi personnalisé, aussi sympa. Tu ne vas pas pouvoir autant jouer, mais tu as pas mal d'outils de mind mapping gratuits que tu peux utiliser. Notamment, il y a MindMaster, enfin, il y en a plusieurs. Ok, merci Laure. Est-ce que Oui. quelqu'un D'ailleurs, a au une autre niveau question? des présentations, visuellement, parce qu'on n'a pas parlé, d'ailleurs, on a parlé comment présenter ton activité Oralement, tu veux dire? oralement, mais c'est vrai que visuellement, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, moi, je suis restée dans le cadre de présenter son activité en public, en Oui. fait, parce que c'est un bon exercice pour améliorer, enfin, tu vois, aller dehors pour ensuite revenir chez soi, aller dehors plutôt que de rester tout le temps chez soi. En fait, tout d'un coup, de présenter à l'extérieur, ça va nourrir aussi votre contenu, ça va vous faire reformuler les choses, revoir les choses. Donc, c'est une façon aussi de se challenger, d'apporter le regard des autres. Surtout qu'en plus, vous n'existez, entre guillemets, qu'en ayant en face de vous quelque chose qui vous renvoie une image, parce que sinon, tout seul, on n'existe que par le regard des autres. Pas que.
pas que, mais c'est ce qui constitue notre entité. Et c'est souvent les autres qui vont aussi souligner notre singularité. Après, donc toi, c'était par rapport à l'image de notre activité? Oui, est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour présenter visuellement, justement, comme la présentation que tu as fait Alors, moi, je travaille beaucoup avec du mind map, beaucoup, parce que c'est une façon de voir la globalité. Si vous prenez le schéma que je vous présente maintenant, si tout d'un coup, vous regardez que le facteur culturel, vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est vrai, ouais, je vais travailler là-dessus. Ça, c'est prioritaire. » Et après, si vous êtes dans une présentation linéaire, donc vous descendez, vous regardez psychologique. « Ah ouais, non, ça, si, c'est super bien. Ouais, ça, c'est important. » Et en fait, si vous les prenez individuellement, ils sont tous importants. Et c'est hyper difficile de choisir. Tandis que si vous les mettez en mind map, là, les choses naturellement, vous allez savoir instinctivement, vous allez choisir par élimination. Mais ça, c'est plutôt pour constituer votre discours, en fait. Donc, par élimination, vous allez savoir que la priorité, ce n'est pas culturel, ce n'est pas psychologique, mais c'est stratégique ou c'est technique. Donc, la présentation en mind map pour réfléchir et organiser ses idées, c'est super pratique parce que ça vous aide énormément à éliminer et non pas à considérer ça important juste parce qu'il est sous vos yeux, en fait. Après, d'en présenter visuellement vos activités, j'ai envie de te dire, ça dépend tellement de ce que vous faites que c'est impossible de répondre. C'est impossible de répondre comme ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est restez vous-même surtout. Enfin, la première des choses, si vous ne voulez pas sortir en photo, ne vous arrachez pas les cheveux à faire des photos super où vous êtes dessus parce que de toute façon, vous n'aimez pas vous voir en photo. Donc, n'y allez pas. Si vous n'avez pas un budget et que vous êtes esthétique et que le goût des belles choses vous plaise et que vous avez le budget, vous allez directement voir un photographe, un graphiste pour vous aider. Si vous êtes un peu démerdard et technique, utilisez des outils comme recommandait Cécile. Avec Canva, vous allez pouvoir vous-même faire vos propres choses, vos propres contenus. Mais la principale recommandation, ce serait de vous dire équilibrer surtout la réflexion et l'action. Parce que Canva, ça reste un outil qui va vous permettre de réaliser des choses et vous allez pouvoir en réaliser des millions gratuitement. Mais vous n'allez jamais vous arrêter parce qu'en plus, c'est très addict. C'est très ludique comme façon de faire, donc vous n'allez pas arrêter. Mais si en amont, vous ne réfléchissez pas à qu'est-ce que vous voulez réaliser, pourquoi, quelle finalité, avec quel objectif, vous allez perdre un temps fou à vous amuser à faire plein de petites présentations dans tous les sens et ce sera pas, ça va être de l'action, comme ce qu'on avait vu avant, de l'action, des coups de pelle inutiles en fait. Il y avait une question dans le chat de Clélia, en fait, qui demandait si pour être mémorable, est-ce qu'il faut jouer également sur les émotions? Il faut jouer principalement que sur les émotions, sans tomber dans le drama, sans tomber dans le racoleur, sans tomber dans le mauvais côté d'utiliser les émotions. Mais il faut utiliser les émotions parce que ça va être en plus de votre singularité, votre élément différenciateur. Pourquoi? Parce que, ça je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre présentation, les produits et les services que l'on offre maintenant sont pratiquement tous similaires. À moins que, toujours la même chose, vous ayez un truc qui soit révolutionnaire, ou une activité qui soit super atypique. Moi, j'ai un de mes clients, il organise des retraites de jeunes. Bon, ça ne court pas trop les rues. Donc, il peut continuer à se reposer sur l'originalité de son activité jusqu'à un certain temps. Là, ça commence un peu à se réduire. Si tu veux, on peut pas encore, dans pas longtemps, on ne va plus pouvoir se reposer là-dessus parce qu'il va y avoir d'autres concurrents. Mais quand vous êtes nutritionniste, quand vous êtes diététicienne, quand vous êtes esthéticienne, quand vous êtes, j'en sais rien moi, agent immobilier pour ne pas les nommer, c'est difficile il faut sortir votre épingle du jeu avec des singularités et pourquoi pas, et surtout aussi au niveau émotionnel parce que c'est ce qui va faire la différence entre je choisis ce produit ou ce produit. C'est quelle émotion, et en fait ça c'est pas moi qui le dis, c'est Simon Sinek, celui qui a inventé en 2009, qui a proposé le système des 3 cercles d'or, les 3 Golden Circles, où il explique pourquoi il y a des entreprises qui réussissent et d'autres non. Et il prenait l'exemple de Apple. Apple, sa baseline, c'est pas de vendre, il ne te dit pas je vous vends des ordinateurs.
Subway Design, c'est think different. Alors, si ça ne touche pas les émotions, ils vendent des solutions qui vont te faire penser différemment. Ils touchent sur notre cerveau directement. Et à chaque fois, dans leur communication, eux, ils communiquent sur le why, sur le pourquoi ils font ça, et pas sur ni le comment, ni le quoi. Et très souvent, nous, on a par logique, en fait, par instinct, on va communiquer sur le comment ou sur le quoi. C'est qu'est-ce que j'offre et comment. Et en fait, il faut communiquer sur le pourquoi. Le why. Pour gagner des sous. Pardon, tu peux enlever l'écran partagé, Pardon. comme ça on pourrait se voir toutes ou tous. Et est-ce que quelqu'un a d'autres questions déjà avant? Moi, je voudrais demander à Laure si d'ailleurs ça, il y a tout l'écran. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Là, je vois plus. Ah, là. Elle est partie où, Laure? C'est bon, je l'ai trouvé. Je suis là. Oui. Bon, pour se présenter en public, comment tu fais? Tu t'entraînes chez toi? Comment tu fais par exemple, tu prépares tout sur un petit papier avant tout ça, mais comment tu as des techniques pour Alors, par exemple. Comment tu as dit? C'est dit, Valérie? attendez, vous me donnez 5 minutes, je vais vous montrer comment j'ai préparé cette conférence. Attendez, je reviens tout de suite. Ça, c'est important, finalement. Ouais. Non, puis enregistrer, des fois, c'est pas super parce que tu entends ta voix. Devant le miroir, c'est pas mal aussi, ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est une partie de ce que j'ai fait pour préparer la conférence. Ok. Ah oui. D'accord? C'est quoi? Des post-it? Avec des post-it. Ouais. Ah, ouais. Alors, c'est que pour présenter en public, ça, c'est purement technique. Avant de s'entraîner, il faut déjà préparer ce que vous allez vouloir dire. Quand vous écrivez vos idées, vous écrivez une idée, 2 idées, 3 idées, mais après, si l'idée numéro 3, vous voulez la faire passer en premier, ben, vous ne pouvez pas la prendre puisqu'elle s'est écrite sur une feuille de papier A4, vous ne pouvez pas la prendre, elle n'est pas tangible. L'avantage, quand vous mettez vos idées sur des post-it, comme ça, moi je les ai redécoupées en plus, c'est que ça devient une idée. Donc je peux la toucher, mon idée, et je peux la déplacer. Et je peux la déplacer autant de fois que je veux. Et je peux même la mettre de côté en disant, en fait, dans celle-là, elle était super au début, mais finalement, elle n'est pas super. Et ça me permet surtout de commencer à les regrouper. Donc, la technique pour présenter en public, c'est que vous mettez tout ce que vous avez envie de dire sans essayer de faire le tri. Parce que c'est impossible de trier, de faire le ménage et en même temps trier. Enfin, ça ne marche pas. Donc, c'est comme si vous preniez votre sac à main, vous le videz au milieu de la table et tout est étalé. Donc là, vous avez toutes les idées de tout ce que vous avez envie de dire. Mais il ne faut pas fermer le robinet de pouvoir rajouter de nouvelles idées. Il faut toujours avoir l'option de pouvoir en rajouter des nouvelles. Et toutes ces idées qui étaient déjà dans votre sac, vous regardez les idées qui sont pareilles, donc vous n'en faites qu'une seule, et les idées qui peuvent se regrouper par thématique. Et ensuite, vous décidez en fonction de votre public, quel est le groupe ou quelle est la thématique d'idées que j'ai envie de dire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, et ainsi de suite. Et vous changez en fonction des besoins, en fonction de votre auditoire, en fonction de ce que ça vous représente ou pas. Finalement, cette idée, elle ne me représente pas suffisamment. Et vous challengez vos idées par rapport à votre marché et surtout à vos concurrents. Si la première de vos idées, c'est que vous offrez un service… alors, qu'est-ce que j'entends tout le temps? Un service à taille humaine ou un service sur mesure, non, individuel, un service individualisé. J'ai rarement vu des services qui vont pour un groupe, allez, démerdez-vous, c'est tout le monde pareil et tout. Enfin, tout le monde offre un service individualisé, adapté aux besoins de chacun. Donc, pour moi, ça, c'est une fausse idée. Enfin, c'est une idée que tout le monde peut s'attribuer et s'approprier. Donc, c'est une idée, mais ce n'est pas une idée en soi, parce que c'est évident que si vous ne faites pas ça, c'est comme parler anglais, c'est le b.a.-ba, en fait. Donc, dire que vous offrez un service individuel ou individualisé, sauf… c'est une évidence qui va peu apporter, en tout cas, qui ne va pas vous rendre singulière. En tout cas, on ne va pas s'en souvenir, parce que beaucoup d'autres l'auront utilisé.
Donc voilà, comme ça, vous pouvez commencer à préparer avec des idées. Et après, donc, dans la pratique, vous vous entraînez avec des amis qui vous donnent un feedback. Vous ne leur dites pas « écoute mon projet, voilà, je présente ». Vous leur dites « voilà, essaye d'écouter mon projet, tu te mets dans la peau d'un client potentiel. Est-ce qu'on comprend les bénéfices qu'il va avoir de travailler avec moi, les avantages et surtout, est-ce que moi, par rapport à un autre photographe, si je parle de toi, Cathy, qu'est-ce qui te distingue? Parce que qu'est-ce qui te distingue des autres prestations? Quelle est ta valeur ajoutée? Et la valeur ajoutée, ça peut être des trucs inhérents à ta personnalité, inhérents à ton activité, inhérents à plein de choses. Ça peut être, je ne sais pas moi, que tout d'un coup, tu fais de la photographie la nuit. J'en sais rien, que ton studio il est ouvert la nuit. Bon, ça peut devenir une singularité. Si c'est une agence de traduction, ça peut être qu'elle est spécialisée en langues orientales. Ou si c'est une agence de traduction, sa singularité, c'est qu'elle a un système express, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui fait votre singularité? Et c'est ce qu'on va retrouver dans vos post-it de présentation. Et vous allez décider qu'est-ce qui va en premier, en deuxième, en troisième. Super. J'ai une petite question. Oui, je sais pas trop comment la formuler. Est-ce que des fois on a des tics, en fait, on se rend pas compte, on fait des E ou on fait des 15 000 fois la même chose, on touche nos cheveux ou d'autres. Est-ce que c'est dû simplement au manque de pratique ou est-ce qu'on peut se dire que c'est pas gênant parce que ça fait partie de notre personnalité et que, enfin, ou est-ce que ça peut sous-entendre qu'on est un peu indécis je veux dire, on n'est pas sûr de ce qu'on présente. Enfin, je ne sais pas si c'est bien formulé ce que je voulais dire. Alors, oui, les tics de parole ou de gestes transmettent votre insécurité. Mais en ça, je reviendrai au premier mot que j'ai mis, autorisez-vous le droit de faire des erreurs. Donc, pourquoi pas? Merde, après tout. L'inconvénient des tics ou donc des mots répétés ou des gestes curieux, c'est que l'attention de votre public va être portée sur que vous êtes toujours en train de vous repeigner ou va être en train de compter le nombre de fois que vous dites du coup ou donc. Donc, c'est ça où c'est embêtant. Moi, ça m'est arrivé avec des clients et je ne savais pas, et je ne l'ai pas dit parce que je ne me sentais pas de le dire. Mais elle a été très choquée quand quelqu'un d'autre lui a fait remarquer. Elle m'a dit, mais tu savais que j'ai ça? Je dis, bah oui. Elle me dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je dis, c'est toujours délicat. Donc, je pense que c'est peut-être mieux là. Ma conclusion, ça a été, j'aurais peut-être dû lui dire, mais elle était très jeune. Donc, à 25 ans, enfin, je n'avais pas trop envie de, moi, être la responsable de la couper dans son élan de présenter en public. Donc, c'est ça aussi, il faut mesurer à qui on le dit. Je pense qu'à nos âges, il n'y a pas de problème pour qu'on nous le dise. Quand la personne qui présente en public, c'est quelqu'un de très jeune, ça peut faire l'effet inverse. Donc, il faut mesurer à qui on le dit. Mais oui, ça peut être un frein, oui. En tout cas, dans la clarté du message. Et il y a des techniques, en fait, pour entre guillemets, combattre un peu son tic ou toc. Tu te filmes. Ah, ok. Tu te filmes et c'est toi qui va être gêné tout de suite. Il y en a d'autres, tu sais, qui se balancent constamment. Il y en a qui… Donc, en fait, quand tu te filmes, tu vas voir tout de suite, parce que ça n'a rien à voir entre le faire et tout d'un coup se voir. Et puis, après, tu demandes à des gens. Tu demandes autour de toi. Mais tu expliques le cadre dans lequel tu veux leur avis. Si tu ne leur dis pas le cadre, ils vont te dire c'est super. Donc, oui, mais c'est super. Moi, je voudrais qu'on me challenge. Donc, il faut vraiment que tu définisses, que tu leur expliques qu'attends-tu d'eux en retour. Donc, un regard bienveillant, constructif, là, ils vont se dire, OK, là, j'ai un autre rôle. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se présenter, justement pour pouvoir avoir un retour direct? Non, mais pourquoi pas, hein, s'il y a pas de… On est entre nous. Et juste dans la présentation, moi, je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit mari. Et donc pour aujourd'hui, je vous laisse. Donc, c'était sympa de vous avoir toutes. Merci et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Laure. Salut, Cathy. Salut, Cathy. Bonne soirée, Cathy. Profite bien. Ciao. Bonne soirée. Merci. Ciao.
Qui veut se présenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter? Non, tout le monde est timide. Non, personne. Vas-y, Laure, toi, présente ton activité. Ah non, moi j'ai trop parlé. Ah non. Ah bah non, mais c'est bon, tu nous donnes l'exemple. Arrête, je vais devenir toute rouge après. Non. Mais je connais personnes qui savent très bien le faire d'ailleurs. Je regarde personne en particulier. Bon, de toute façon, là, on ne peut pas savoir qui tu regardes. Nous. Non, c'est pour ça, mais... Bah, si je peux vous expliquer, moi j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur communication et créer leur identité de marque. Je suis moi-même entrepreneur. Je viens du monde des agences de design et j'ai énormément appris en agence. Je travaillais pour des grandes marques internationales comme Danone, L'Oréal, Nestlé, Leroy Merlin, Repsol, Telefonica. Mais je n'avais pas trouvé cette plénitude professionnelle que m'offre le fait de travailler à mon compte pour des entrepreneurs. Donc, j'ai mis déjà du temps à être alignée avec qui j'étais. Et quand j'ai réussi cet alignement, ça a été waouh, en fait, c'est ça ce que je veux faire. Je veux que travailler avec des entrepreneurs. Donc, je suis très admirative de ce que vous faites parce que je me nourris de vos projets, mais vraiment. Et j'ai deux parties dans mon activité. J'ai une partie donc conseil où sous forme d'heures de conseil, on dégrossit tous ces freins, tous ces blocages ou simplement même la nature du projet au tout début, comment est-ce qu'on le fait démarrer, ou alors un projet qui est déjà mis en marche mais qui n'arrive pas à décoller. Donc, je n'ai pas de particularité, je n'ai pas d'endroit précis où j'interviens dans le projet. Et sous forme d'heures d'accompagnement, à la fin de chaque heure, vous avez des devoirs à faire. Donc, il y en a plusieurs là qui peuvent témoigner du type de devoir qu'elles se retrouvent à faire. Et au fur et à mesure, en fait, il y a une espèce de… C'est un principe holistique. Il y a une troisième entité qui naît de nos conversations, qui nous permet de réduire en plus petits morceaux toutes les étapes qu'il faut faire pour que votre projet se réalise le plus vite possible et que vous soyez autonome surtout. Moi, ça, c'est quelque chose aussi qui m'importe énormément, c'est votre autonomie. Et la deuxième partie de mon activité, celle qui est ma première activité, c'est la réalisation de pièces de communication graphique qui vont depuis le naming, donc trouver le nom de l'entreprise, jusqu'à créer l'identité de marque, en passant par la création de sites web, de papeterie, de création de tout support graphique. Et pourquoi j'ai beaucoup plus développé cette partie conseil? Parce que ça m'est arrivé de refuser des devis, enfin pas de les refuser, mais de dire à des clients, écoute, je ne vais pas te faire un devis ni une facture pour ça parce que je ne pense pas que c'est de ça dont tu as besoin maintenant. Qu'est-ce que tu en penses si on fait un pas de côté et on réfléchit ensemble si vraiment c'est ça dont tu as besoin ou ça dont tu as besoin ou ça? Et c'est un peu parce que c'est une question d'éthique. Julie va rigoler, mais un peu si. Je pense que si on fait les choses correctement et c'est aussi moi, pour avoir beaucoup travaillé avec des agences, je me suis moi-même, je me suis retrouvée témoin de clients qui se faisaient embarquer par des agences dans des trucs dont ils n'avaient absolument pas besoin, ça coûtait des fortunes, et un peu remettre du sens dans la réflexion avant de passer à l'action. Voilà, moi j'offre ces deux trucs-là, j'offre cette partie réflexion, action, et le tout dans une créativité débordante, parce que j'ai plein de sujets qui m'intéressent. Voilà. Ok, super. Toutou, vas-y. Non, en fait, je ne veux pas me présenter, je vais juste partir. Non, je vais partir, mais du coup, je voulais profiter pour le dire à l'oral parce que Laure, en fait, tu viens de te présenter. Et tout ce que tu viens de dire, je trouve que ça se ressent vraiment dans la présentation que tu nous as fait aujourd'hui, qui a pour sujet se présenter en public. Mais finalement, moi, là, tout ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup, beaucoup plus de choses. Ça touche beaucoup plus de choses que de se présenter en public. Par rapport à nos activités, tu vois, tu as parlé de stratégie, mais ça peut aussi être le contenu même du site. Enfin voilà, moi ça fait écho à plein des projets que j'ai en ce moment, donc ça va être le site internet, l'activité en soi, la stratégie, y aller, pas y aller. Enfin, ça touche vraiment plein de choses. La psychologie aussi de l'entrepreneur, parce que c'est
Voilà, il y a ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, puis il y a la partie notre psychologie, nos freins, enfin voilà, psychologiques. Donc ça englobe vraiment plein de choses. Et voilà, franchement, c'est super. Merci beaucoup. Et je ne pars pas que avec comment me présenter en public. Voilà. Tu fais ma conclusion, c'est que pour moi, quand j'entends ça, c'est de la communication digitale, ça, c'est de la communication orale, ça, c'est de la communication, je ne sais pas quoi. En fait, pour moi, communiquer, ça, c'est la communication presse. Enfin, ils rajoutent plein de spécificités. Donc, oui, parce qu'il y a des spécificités techniques liées à ça, mais la réflexion de la communication, qu'elle soit orale, digitale, presse, enfin, ce qu'on veut, elle doit être la même. Et c'est une même réflexion globale. Et c'est vraiment global ce travail. Donc, tu as tout à fait raison. Cette présentation, elle est globale. Elle va concerner à la fois votre site web, à la fois vos publications dans les réseaux sociaux, à la fois vos newsletters. C'est vraiment, oui, c'est global parce que c'est aussi une façon de… Mais c'est très difficile d'avoir cette vision globale. Enfin, c'est très difficile, façon de parler. On a trop souvent tendance à réduire un petit paquet. Donc, en soi, quand on a un gros projet, c'est nécessaire de réduire un petit paquet. Mais à l'inverse, la communication, il faut la considérer de manière globale, sous tous ses aspects. Et une fois que ça s'est bien fait, de manière très naturelle, elle va découler toute seule sur les différents supports qui lui incombent, que ce soit un support oral, digital, papier, nanana. Ouais, merci beaucoup. Super, merci.